les tables étaient chargées de nourriture, comme si un ministre devait arriver. Voilà. Et qui s'appelle Gouvajde, qui est un Russe. L'attitude qu'il a eue, j'ai pas accepté. À Moscou et je vais m'acheter une Kalachnikov et de la vodka. Je suis sûr que ça, c'est un truc qui marche. À la limite avec la Sibérie, c'est vers l'Oural, où je me retrouve sur la route. C'est un format qui est utilisé par les journalistes et toute cette qu'il y a au niveau politique pour dégrader ce pays. Alors bonjour à tous, je fais cette FAQ pour les 1000 abonnés comme promis dans notre petite communauté, dans l'onglet communauté comme je l'avais indiqué. Alors cette FAQ je la fais là à la fin du mois d'août. C'était le temps d'obtenir un petit peu toutes les questions de votre part. Donc les 1000 abonnés on les a atteints, je crois que c'était à peu près mi-juin. Donc je tenais à tous tout d'abord à vous remercier vraiment sincèrement du fond du cœur, parce que ça m'a vraiment touché de voir qu'il y a quand même une partie des gens en France qui s'intéressent à la Russie, qui s'intéressent à ce pays et qui souhaitent le découvrir sous une autre forme. Alors, il y a beaucoup de difficultés à essayer de trouver une audience dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de la Russie. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui au niveau d'Internet sur la Russie. Donc, c'est assez compliqué d'apporter ces sujets. Et moi, j'essaye de vous présenter ce pays plutôt sous une forme assez neutre, pas trop engagée, que ce soit du côté russe ou du côté européen, pour simplement pouvoir vous présenter ce pays de la meilleure façon qu'il se doit. Donc, pour moi, c'est super touchant de voir qu'en fait, en un an, j'ai pu arriver à trouver 1000 personnes qui soient intéressées par ce projet, par cette chaîne. Et alors, peut-être ça ne représente pas grand-chose, mais voilà, à mon échelle, je trouve ça assez incroyable. Et surtout pour un pays qui est aussi clivant et aussi, on va dire, critiqué à l'heure actuelle. Alors, je vais reprendre les questions que j'ai eues. Donc, alors j'en ai eu sur les différents posts que j'ai pu faire donc sur YouTube, mais également sur plusieurs vidéos que j'avais postées. Alors la première question, c'est quand tu es allé en Russie la première fois? Alors moi, je suis allé la première fois en Russie en 2008. Donc c'était tout début septembre 2008, suite au conflit qu'il y a eu entre la Géorgie et la Russie à l'époque. Alors pour quelle raison? Eh bien en fait j'ai toujours été passionné par la Russie. J'ai été passionné, je pense, depuis l'enfance, ça m'a toujours été intéressé. Et ce qui était assez marrant, c'était de voir en France à quel point c'était populaire et en Europe de parler des États-Unis, de parler de la Chine, de l'Afrique, etc. Mais la Russie, c'était un thème dont on parlait presque jamais. Et très jeune, je me suis intéressé à ce pays, non seulement pour, on va dire, ses conditions climatiques particulières, mais aussi par le fait qu'en fait personne n'en parlait. Et je pense que la première chose qui m'a fait me passionner pour la Russie et pour son histoire, c'est le fait que personne n'y était allé dans mon proche entourage et des personnes que je rencontrais avec qui je pouvais évoquer ces thèmes en tant qu'adolescent, s'ils avaient fait des voyages en Russie, en Union soviétique, et personne n'était capable de me répondre. Et donc ça m'a poussé un petit peu à creuser, à m'intéresser à ce pays. Et notamment lorsque j'ai vu, et je pense que la plupart l'ont vu, dans les livres d'histoire géo, on parle tout le temps de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale des Alliés contre l'Allemagne nazie, où on fait
un énorme chapitre dessus, on parle très longtemps à ce niveau-là, et qu'on passe assez légèrement sur la partie du front russe, et qu'on ne parle pas en fait des millions de morts qu'a connu l'Union soviétique à ce moment-là. Et en fait, c'est là où je me suis dit, il y a un biais, on met en avant un certain camp plutôt qu'un autre. Alors après, je comprends qu'il y avait la guerre froide, qu'il y a eu des idéologies, etc. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Et pour moi, la symbolique qui à ce moment-là m'a fait un petit tilt à l'esprit, c'est lorsque j'ai vu dans un livre d'histoire géo, quand j'étais au lycée, et je crois quand j'étais également au collège, il y a un livre d'histoire géo où on parle de l'avancée des Alliés, des débarquements américains, etc., de la résistance française. Et en fait, on voit que lorsque Berlin est capturé, eh bien, on voit un soldat soviétique qui met le drapeau soviétique. Alors, je ne sais plus si c'était sur le Reichstag ou autre chose, mais en fait, je trouvais ça assez intéressant parce que sur le coup, je me dis, mais c'est complètement en décalage cette photo par rapport à ce que l'on entend en cours. Et en fait, le discours, c'était oui, mais ici, on est du côté où les États-Unis ont débarqué. Là-bas, ils avaient un autre front. Et en fait, comme ils étaient plus proches comme Berlin était plus proche, soi-disant, de la Russie, donc c'est pour ça qu'en fait, l'Union soviétique a été la première à aller sur place. Bon, après, quand on creuse, on s'aperçoit que voilà, la Russie, enfin l'Union soviétique a beaucoup progressé et que ce n'est pas simplement lié au débarquement américain en fait que la guerre s'est terminée avec l'Allemagne nazie à l'époque. C'est aussi par l'implication des soviétiques. Et je trouvais que c'était assez dommage en fait que c'est pas assez mis en avant. Et j'en ai parlé à ma grand-mère qui elle a vécu un peu plus que 100 ans, elle a vécu 101 ans. Et je me souviens à l'époque, je lui dis mais grand-mère, pourquoi en fait on parle tout le temps de la libération des États-Unis, de l'aide qui a été apportée, et très peu sur l'Union soviétique. Elle me dit, ben, tu sais, c'est un peu bizarre, mais elle fait effectivement, je me souviens qu'à cette époque, on parlait très souvent en fait que ben, c'était grâce aux Russes, grâce aux Soviétiques qu'on avait été libérés. Et avec les années sont passées en fait, eh bien, on a ressenti qu'en fait, c'était plus en plus une espèce d'influence sur l'histoire américaine des choses. Et c'est encore pas du tout une critique que je fais ici. Je pense que voilà, l'histoire est assez compliquée pour en parler de manière très simple entre deux camps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une version qui est plus prédominante en Europe et qui tend à faire disparaître une autre. Et en fait, c'est là où ça m'a quand même poussé à découvrir davantage ce pays. Alors pourquoi la Russie? Ben, je l'ai déjà un petit peu expliqué, donc voilà, parce que pour moi c'est le pays par excellence, le plus grand sur Terre. C'est juste incroyable quand on est dans ce pays de voir donc que ce soit la diversité au niveau de la nature, au niveau des populations qui habitent, etc. Et, et en fait, lorsque je suis rentré à l'université, j'ai fait connaissance avec des Russes, notamment un gars qui s'appelle Denis. Pour moi, c'était vraiment la rencontre. Un gars formidable qui est originaire du Caucase. Lorsqu'on a fait connaissance sur les bancs de l'université, je lui ai posé plein de questions. On a passé des heures à parler de la Russie, etc. Et lorsqu'il y a eu le conflit avec la Géorgie, et bien à ce moment-là, en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit alors, qu'est-ce qui se passe, raconte, etc. Parce que je commençais à lire dans les médias européens que la Russie était en train d'organiser des génocides de Géorgiens, etc. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, tu poses tellement de questions sur la Russie, peut-être le plus simple pour toi, c'est que tu viennes en Russie et que tu viennes découvrir ce pays. Moi, je ne connaissais absolument pas. Pour moi, la Russie, à l'époque, ok, il y avait Internet et tout, mais ça me semblait vachement loin. Et il me dit, non, non, t'inquiète, tu prends un avion, 2h30, tu es en Russie. Je dis, ah ouais, 2h30, c'est rapide. Il faut un visa, tout ça. Il me faut, ouais, mais on va t'aider, tout ça. Et en fait,
je suis arrivé en Russie la première fois et pour moi, ça a été mais une claque dans la gueule, quoi. C'était waouh! J'ai été sidéré. Alors, c'est pas la Russie qui est actuellement, c'était beaucoup moins développé, notamment tout ce qui est au niveau des infrastructures, au niveau des transports. Je me souviens, j'avais un ami, Denis, et puis une autre personne qui était moldave qui m'avait expliqué, il me dit, tu vas voir, tu vas arriver à l'aéroport en Russie, c'est pas tes proches qui vont te rencontrer le premier, c'est des chauffeurs de taxi. Et en fait, on traverse à peine la douane, que direct on est assailli par des chauffeurs de taxi qui vont taxi, 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 taxi. Et en fait, ils m'ont dit, il ne faut surtout pas les prendre, prends une petite navette. Donc moi, j'ai pris une navette, ça m'a amené au nord de Moscou, dans un endroit qui s'appelle Richnoï Vokzal. Donc Richnoï Vokzal, c'est la gare fluviale en quelque sorte. Et j'étais là-bas, perdu en début septembre. C'était le moment où il commençait à y avoir la crise financière internationale. Donc on commence à sentir que ça commence à frapper sérieusement la Russie. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont assez souffert de cette crise. Et là, je vois, premier contact que j'ai avec la Russie, en dehors de quelques personnes dans le bus qui ont essayé de me parler et que j'ai rien compris, c'était une grand-mère qui arrive vers moi avec une poêle, avec du maïs, et qui arrive et qui me fait Gariache kukuruza, qui veut dire maïs chaud. Et en fait, c'était vraiment quelque chose qui était assez populaire de l'Union soviétique, de manger des couteaux de maïs chaud dans la rue ou du maïs comme ça importé. Et moi, je savais pas qu'est-ce qu'elle me veut. En fait, je comprenais rien du tout. Et j'étais vraiment un peu perdu à cette époque. Mais sur le coup, je me suis dit, waouh, je suis vraiment en fait dans un pays mais qui est complètement différent de ce que j'ai pu voir en Europe. C'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne. On est vraiment sur un truc mais complètement différent. Et pourtant, c'est des gens qui ont un faciès européen, qui ont un mode de vie européen. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc les premiers temps, c'est un peu compliqué parce que je comprenais rien. Donc heureusement, j'avais des contacts, j'avais une amie, un pote qui était là-bas qui m'ont un petit peu aiguillé. J'ai découvert d'autres villes, notamment sur les bords de la Volga, à Toliati. J'étais étudiant à l'époque, donc j'avais pas d'argent. Et j'avais pris un train, j'avais fait, je sais pas, 15 heures de train, parce que les trains durent très très longtemps pour en Russie. Ils allaient à l'époque, maintenant ça a changé un peu, mais ils allaient beaucoup moins vite que les trains, les TER français. Et en fait, on prend énormément de temps pour aller au milieu de la Russie. Et donc, je voulais absolument aller voir la Volga. Et on avait pris un train pendant 15 heures enfermé. Voilà, c'était assez chaud parce qu'en plus, on avait pris la classe qui était la moins, enfin la plus économe, quoi. Donc en fait, on se retrouvait dans un wagon avec des émigrés ouzbeks, tadjiks, etc. Donc je vous le passe franchement sans faire du Chirac, le bruit et les odeurs, mais c'était à peu près ce niveau-là, quoi. C'était vraiment assez peu discipliné. Et, et en fait, quand je suis sorti de la Russie la première fois, j'étais un peu comme sonné en me disant, ouais, putain, je suis retourné en France. Heureusement, je suis retrouvé un peu un brin de civilisation, un brin d'organisation, un brin de choses qui me parlent. Et en fait, quand j'ai décollé et je suis arrivé la première fois en France, j'ai eu un sentiment de confort, en fait, de retrouver mon pays. Mais de l'autre côté, au bout de quelques temps, je sais pas, ça me manquait. Et en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est l'attitude des gens. J'avais ma famille qui était ébahie, qui m'ont dit, ouais, alors raconte comment c'est là-bas. Et moi, je passais des soirées à raconter, à dire tout ce que j'ai vu, des trucs formidables, et qui est très difficile à exprimer devant une caméra, en fait, parce que c'est vraiment du vécu, et c'est pas quelque chose qui est commun, puisqu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans un film comme, je sais pas, si je dis je vais à Los Angeles ou à New York, etc. Tout le monde l'a plus ou moins vu, en fait. Alors que Moscou, on voit vite fait quelques petites vidéos maintenant par YouTube, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, en fait, pour moi, c'était vraiment ce truc de dire, je voyais les gens, ils étaient là avec des étoiles dans les yeux, ils me disaient, mais c'est incroyable, on n'aurait jamais pensé que c'est comme ça, en fait. Et puis, j'en ai d'autres qui me regardent, ils me disent, qu'est-ce que tu allais faire en Russie? Mais c'est quoi ce pays, etc. Mais il n'y a rien à faire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas. Et sur le moment, je me suis dit, il faut absolument que je retourne pour voir, en fait,
si j'ai pas fait un peu, on va dire, une erreur de jugement, peut-être il y a des trucs que j'ai pas compris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que derrière, pendant toutes mes années d'université, tous les étés, on avait à peu près 3 mois de vacances universitaires. Je passais globalement 2 mois à travailler pour des banques. Et après, le dernier mois que j'avais de libre, je le passais en Russie. Je prenais un visa, 30 jours touriste, c'était le maximum qui était possible. Et je passais 30 jours en Russie. Et donc j'ai découvert plein de villes, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazagne, Tolyatti, Saransk. Ensuite, je suis allé à Sochi, etc. Et quand j'étais à l'université, j'avais vraiment envie à l'époque de pouvoir rejoindre la Russie pour pouvoir y travailler et pour pouvoir y étudier d'abord. Et en fait, la seule possibilité que j'avais, c'était d'étudier à Volgograd, et j'en avais parlé à mes amis. Et à cette époque-là, ils m'avaient dit ah non, non, vas-y pas, il faut mieux que tu vises une université de Moscou. Mais il n'y avait pas de partenariat entre mon université et les universités de Moscou. Mais voilà. Et donc, en fait, c'est de là qu'est arrivé mon intérêt pour la Russie. C'est à force de voyage. Et en fait, plus je voyageais en Russie, plus je découvrais, et plus, en fait, ce pays, lorsque je le quittais, me manquait. Et c'était assez particulier parce que je me suis retrouvé en France dans plusieurs endroits magnifiques et à me dire j'aimerais bien aller en Russie. Et j'aimerais bien me passer un peu de temps, j'aimerais bien aller là-bas, etc. Et à tel point que parfois, certaines choses de la Russie pouvaient me manquer, que ce soit aussi bien de la nourriture, aussi bien d'entendre la langue russe, etc. Et ça, c'est vraiment ça en fait qui m'a poussé à revenir. Et je me souviens toujours, je crois que c'était en 2011, lorsque je retournais de Russie, je retournais en France, je décolle et à ce moment-là, je regarde par le hublot en fait de l'avion et je vois donc les grandes forêts russes qui s'éloignent. Et en fait, mon avion, il est à destination de Paris. Et là, j'ai un pincement au cœur. Je me dis, mais c'est pas possible. Faut que je vive ici. Hein. Ça me plaît trop. En fait, je peux pas. Quand je partais de France, ok, tu quittes ton pays, machin, mais tu sais que tu vas y revenir. Alors que la Russie, je me dis, bon, peut-être que si la vie se goupille autrement, je peux pas revenir ici. Peut-être que je vais démarrer une carrière quelque part et en fait, je pourrais jamais y remettre les pieds et ça me plaît trop. Donc, en fait, j'ai commencé à ce moment-là à essayer de faire une stratégie pour pouvoir rejoindre ce pays. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays? C'est impossible à dire. C'est impossible à répondre à cette question. C'est le pays le plus grand du monde. Il y a une diversité au niveau des paysages, au niveau des ethnies. Il y a plus de 150 ethnies dans la Russie. Moi, c'était un truc que j'entendais le plus en France, à me dire mais la Russie, c'est un État raciste, etc. Mais comment vous voulez que ce soit un État raciste quand en Russie, vous avez plus de 150 ethnies? Alors oui, vous n'avez pas des Africains en Russie, mais vous avez des Tatars, vous avez des Bachkirs, vous avez des Tchoukchis, vous avez des Nénètes, vous avez des Oudmourtes. Ils ont tous des religions différentes. Il y a bien évidemment la religion orthodoxe, c'est la religion qui est principale en Russie, mais l'islam, c'est la deuxième plus importante religion de Russie. Ensuite, il y a du bouddhisme, ensuite, il y a des gens qui la religion juive. C'est hyper vaste comme pays, que ça soit aussi bien au niveau des cultures, au niveau des ethnies, au niveau des paysages, au niveau de la nourriture. Alors oui, ça ne serait peut-être pas aussi gastronomique qu'on peut voir en France, mais il y a beaucoup de plats très intéressants, très riches, très uniques en fait. Et vraiment, c'est ce truc-là. Et moi, je pense que j'ai toujours été intéressé par des pays ou par des sujets qui ne sont pas, on va dire, très tendance. C'est-à-dire que lorsque tout le monde est passionné par les États-Unis ou par le Japon, moi, ça ne me parle pas. Moi, je préfère aller dans des endroits qui ne sont pas très connus, qui sont un peu reculés, qui ne sont pas trop tendance, dont les médias en parlent pas forcément bien, voire en mal. Ça m'intéresse davantage parce que ça me pousse un petit peu à découvrir. Donc, c'est plus ce côté que c'est un pays qui, malgré le fait qui est le plus grand du monde, soit pas connu. Et des fois, j'arrive en Russie, je me dis, je me balade. J'ai eu des cas, par exemple, j'étais en Oudmourtie, c'est à la limite avec la Sibérie, c'est vers l'Oural, où je me retrouve
sur la route, j'avais un taxi qui m'emmenait, qui me dit, je lui dis ouais, allez posez-moi là-bas, il y a un vieux village qui montre comment les Zoudmourtes vivaient à l'époque, et je roule, etc. Et là je vois en fait un grand paysage, mais des, des, des champs à perte de vue, verts avec rien, désert. Et je me souviens à ce moment-là, je dis au taxi, je fais posez-moi là. Et j'ai pas le GPS, quoi que ce soit, et je lui dis mais c'est loin, il me dit ouais, t'as encore 5 ou 6 kilomètres à pied en fait, juste à ton truc. Je fais ok, pose-moi là, j'y vais tout seul, je veux découvrir. Et ce moment d'être tout seul en Russie, etc., et de voir cette immensité et d'arriver au final, au bout d'une route, sur un vieux village Udmurt en bois, très traditionnel comme à l'ancienne, etc. Et dire mais c'est incroyable. Et je me dis, je discute avec les gens, et quand les gens me disent et tu viens d'où? Je dis mais je suis français. Et là je me dis on n'a jamais vu ça, un Français ici. Et en fait c'est ce côté-là de se dire waouh, je suis un des premiers arrivés, et tomber sur des gens extrêmement bienveillants, extrêmement accueillants. Le fait, moi je me souviendrai toujours d'être arrivé dans des familles en Russie qui ne me connaissaient pas. Je suis arrivé, on leur a dit, il y a un Français qui arrive, les tables étaient chargées de nourriture, comme si un ministre devait arriver. Voilà. Et une hospitalité, une gentillesse incroyable. Par contre, si vous êtes dans la rue, si vous êtes dans les affaires avec la Russie, ça va être différent. Voilà. À la maison, entre amis, c'est super. Un Russe, pour moi, c'est le meilleur ami du monde. Mais par contre, ils sont super filous. Et puis, quand il s'agit des affaires, etc., ça ne plaisante pas. Et quand vous êtes dans la rue, vous n'allez pas avoir un petit sourire, un petit bonjour ou un petit pardon, s'il vous plaît, comment allez-vous? Non, ça n'existe pas. Les gens ont une autre culture. Mais par contre, une fois qu'on a intégré cette dimension que dans la rue c'est différent, et que vous allez dans les familles, mais c'est juste incroyable. Et en fait, je pense que c'est vraiment aussi ça pour moi qui m'a le plus touché, c'est le fait qu'on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui sont hyper accueillants, hyper touchants, et en même temps que ça soit, que je puisse me balader dans des territoires absolument inconnus, et dont je sais que personne ne connaît en France, et que je profite de ces endroits. C'est un petit peu égoïste peut-être, mais en tout cas, ce sont ces choses-là qui me plaisent le plus. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer une chaîne sur la Russie et partager ces aspects inconnus? Eh bien, ça faisait hyper longtemps. C'était surtout les Russes qui me disaient ça. Ils me disaient tu devrais faire une chaîne YouTube qui raconte le fait que tu es français, que tu as intégré la Russie, parce que beaucoup de gens aussi disent qu'est-ce que tu viens faire là? La plupart du temps, beaucoup de Russes ont envie d'aller à l'étranger, tout ça. Pourquoi tu viens chez nous? Et en fait, moi, j'ai toujours voulu faire cette chaîne. J'ai commencé la première fois en 2016. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une chaîne beaucoup plus vaste qui va toucher sur d'autres pays, parce que je voyageais beaucoup dans les anciennes républiques soviétiques, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. J'avais commencé, et puis j'ai eu beaucoup de travail dans la précédente entreprise où j'étais. Et j'ai pas pu réaliser ça. Et pour moi, tout le temps, je me disais, j'ai tellement envie. Et j'avais ma mère, j'avais mes frères qui me disaient, mais vas-y, mais fais-nous, partage-nous un peu, montre-nous des choses. Et à chaque fois, ils m'écoutaient. Je leur disais, ouais, si j'avais pu faire des vidéos, leur montrer des trucs. Et je sais que derrière, il y avait beaucoup de travail au niveau du montage, etc. Donc j'ai toujours repoussé ça. Et en fait, j'ai mûri cette idée en 2020, pendant le Covid. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, en Russie, on n'a pas été enfermé longtemps, mais suffisamment. J'étais enfermé à peu près 2 mois, et pendant 2 mois, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose en fait, parce que là, je suis enfermé, j'ai vu tellement de belles choses, etc. J'aimerais bien pouvoir y partager. Et là, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu une liste d'endroits, de thèmes, comment allait s'appeler ma chaîne, etc. Et après, en fait, le travail a repris, j'ai été repris par la routine. Et lorsque le conflit en Ukraine a commencé, on a tous été secoués. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est là où je me suis dit, il faut quand même que... J'ai tellement entendu de trucs bizarres
je ne vais pas commenter. Que ça soit de la part de journalistes, que ça soit de la part de blogueurs, même des gens qui étaient spécialisés sur la Russie. Je pense à un notamment qui s'appelle GouVHD, qui est un russe. L'attitude qu'il a eue, l'attitude d'autres Russes qui sont peut-être influenceurs en France, qu'ils ont eu par rapport à ça, j'ai pas accepté. Je ne dis pas qu'en fait il faut se rallier à quelque chose, mais en fait il faut savoir faire un peu une dichotomie entre la politique, le pays, la nation, les cultures, l'histoire, etc. Et c'est ça en fait qui m'a poussé, parce que je me suis dit, il y a vraiment un niveau d'inculture au niveau de la Russie, un manque de connaissances qui est terrible, et c'est ça qui m'a passionné. Dès le début, je me suis dit, il faut y aller. Donc au début, pour monter un peu ma chaîne, j'ai récupéré des trucs sur ce qui se passait sur le conflit, pouvoir un petit peu faire quelques analyses. J'ai vu que ça intéressait. Ça m'a permis un petit peu juste de faire un peu monter la chaîne avec quelques abonnés pour pouvoir un peu lancer les vidéos. Et puis après, j'ai très vite passé au format que vous connaissez tous. Alors, quelle a été votre première expérience mémorable en Russie qui a renforcé la fascination vers ce pays? Ça revient un petit peu à ce que j'avais expliqué, pourquoi j'ai choisi la Russie. Pour moi, l'expérience, je pense, ouais, la plus mémorable, c'était sans doute lorsque j'étais parti faire de la pêche sur la Volga, sur les bords entre Tolyatti et Samara, Dimitrovgrad, dans toute cette petite partie-là en fait, sur les bords de la Volga, au niveau de paysages qui étaient tellement magnifiques. Je me suis dit, mais c'est des paysages de film tellement que c'est beau. Et c'est là où je me suis dit, mais ce pays est incroyable. Aussi, je pense, une autre histoire qui m'a frappé. En 2014, quand j'ai commencé à vivre et travailler en Russie, je suis parti en vacances faire du ski dans l'Altaï. Et j'ai fait du ski dans l'Altaï. On est allé avec un taxi entre différentes villes. J'ai fait Novosibirsk, Novokuznetsk, Barnaoul. Et là, à ce moment, je me dis, mais c'est tellement incroyable. C'était à la période de Noël à peu près, donc tout début janvier pour la Russie. Et je me souviens être dans un taxi avec les vitres à l'intérieur du taxi qui gèlent avec la condensation à tellement qu'il fait froid dehors. Et à s'arrêter en plein milieu avec une température qui faisait moins 30 degrés. Et je sors et je vois l'immensité gelée avec un Kamaz qui passe de temps en temps. C'est des gros camions orange russes qui sont très résistants au froid, etc. Et je vois ça et je me dis, mais c'est magnifique. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais wow, c'est pas de souffle. Pourtant, voilà, je suis originaire des Alpes, le Mont Blanc est là-bas, il y a plein de beaux paysages ici, mais peut-être parce que je suis né dans cette région, que pour moi, je suis peut-être un peu moins sensible. Mais en fait, c'est vraiment cette sensation particulière en Russie, c'est comme une sensation d'infini en fait, de voir en fait des paysages mais à perte. Et ça, franchement, je pense que c'est ce qui a forgé le plus ma fascination pour ce pays. Alors, ensuite, question suivante, quels sont les sujets sur la Russie que vous préférez explorer et présenter sur votre chaîne? Eh bien, en fait, c'est tous les sujets qui sont inconnus. Voilà, donc que ça soit sur l'histoire, que ça soit sur la partie soviétique, j'aime beaucoup ça. Vous avez peut-être pu le voir à chaque fois dans les vidéos, j'essaye toujours de faire une petite aparté sur la partie soviétique parce qu'on n'en parle pas en France. On dit tout le temps que voilà, la Russie et l'Union soviétique s'étaient fermées, il n'y avait pas de discussion. C'est faux. Il y avait beaucoup plus de liberté qu'on peut l'imaginer. Je ne dis pas que c'était le paradis. Je ne dis pas que c'est un endroit où j'aurais rêvé vivre, quoique pour certaines choses ça aurait été assez agréable. Mais vraiment, c'est plus ce côté-là de montrer des aspects inconnus, que ce soit historique, que ce soit religieux, que ce soit soviétique ou que ce soit de technologie et d'innovation au niveau de la Russie.
Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous choisissez de vous concentrer sur les aspects inconnus de la Russie, les sujets méconnus, plutôt que sur des sujets populaires? Ben, en fait, si j'avais voulu faire une chaîne euh, très populaire sur la Russie, alors je ne sais pas, peut-être que ça ne marcherait pas, mais il y a des sujets qui sont tendance. Si je fais des sujets, par exemple, sur des gens qui dansent dans de la techno assez bizarre en bas des tours en Russie, je pense que ça peut marcher, j'ai vu ça. Si je vous fais des compilations de dashcam, de vidéos en Russie, de tout ce qui se passe sur les routes, comme la plupart du temps les gens le voient, bien évidemment, ça pourrait marcher. Si je fais une chaîne, je ne sais pas, dans le style, on va dire, assez incisif par rapport au pouvoir politique russe en place, que ça soit de la critique ou des choses comme ça, qui soient bien glauques, ça pourrait marcher parce que les gens aiment le sang, les gens n'ont pas forcément envie d'aller découvrir davantage les choses et préfèrent s'arrêter à des trucs qui claquent, qui ont de l'effet, etc. Si je vous fais une vidéo en disant, voilà, comment je passe ma journée avec une Kalachnikov, je pense que voilà, où je dis je vais à Moscou et je vais m'acheter une Kalachnikov et de la vodka, je suis sûr que ça c'est un truc qui marche parce qu'on est dans le cliché et c'est n'importe quoi. Ça ne représente absolument pas ce qu'est la Russie. C'est une déformation qui est faite depuis X années et qui est hyper vendeuse. C'est un format qui est utilisé par les journalistes et toute cette qu'il y a au niveau politique pour dégrader ce pays, alors qu'en fait, il n'y a pas raison de ça. Moi, je préfère montrer la véritable réalité. Alors oui, en Russie, c'est hyper folklorique de vivre là-bas. Il y a beaucoup de sujets. Je préfère pas me focaliser sur ces petites choses-là. Il y a suffisamment de vidéos qui sont critiques sur la Russie, notamment sur l'alcoolisme ou les choses comme ça, où très honnêtement, je dois dire, pour avoir vécu plus de 10 ans dans la région de Moscou, dans des grandes villes comme Saint-Pétersbourg, etc., le niveau d'alcoolisme n'est pas pire qu'à Paris. Voilà. Vous allez à Paris le vendredi soir, vous voyez très bien qu'est-ce qui se passe dans les métros et dans les tramways. C'est pas pire à Moscou. Je dirais même qu'à Moscou, c'est peut-être un peu plus raisonné. Peut-être parce que les gens le font plus à la maison qu'en extérieur. Mais il n'y a pas de choses assez incroyables à ce niveau-là. Par contre, effectivement, si vous allez dans les campagnes, bien évidemment, on va retrouver de l'alcoolisme, etc. Mais vous allez dans n'importe quelle campagne française, c'est la même chose. Il y a cette tradition de boire un petit verre entre amis, machin, et puis après, le verre passe à la bouteille, et la bouteille passe au tonneau, etc. Bon, sauf qu'en Russie, effectivement, on est sur un autre niveau, parce que le vin, c'est peut-être pas très populaire, mais la vodka, c'est plus accessible. Donc, forcément, 2 verres de vin, 2 verres de vodka, ça ne va pas faire le même effet. Voilà. Donc, les résultats vont être tout de suite beaucoup plus visibles. Et je pense que ça, par exemple, si j'avais voulu faire ce genre de choses, bien sûr, ça marche. Voilà. En fait, j'ai vu, par exemple, sur les vidéos que j'ai fait, vidéos sur les sanctions sur la Russie, où le but c'est de montrer que voilà, quelles sont les sanctions sur la Russie actuellement. Ouais, ça marche, forcément les gens vont cliquer dessus, mais c'est pas du tout ce que j'aime faire. En fait, moi ce que je veux montrer, c'est vraiment l'envers des choses. Et c'est pas dans un but de vous montrer la Russie comme le meilleur pays du monde dans lequel on est meilleur que vous, ici c'est beaucoup mieux, vous avez rien compris, et la France et tous les autres c'est de la merde. Non, c'est de vous montrer en fait qu'une autre vie est possible et de vous montrer que la vie en Russie n'est pas sous les mêmes angles qu'une vie en Europe en fait. Oui, il y a de la pauvreté, c'est aussi présent en France sous une autre forme. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est que la Russie, c'est un pays, on appellerait un pays émergent. Et c'est pour cette raison en fait qu'on va voir plus de pauvreté dans ce type de pays que dans des économies européennes. Alors, comment vous choisissez les sujets que vous abordez dans vos vidéos? Mais en fait, j'en discute en famille, autour de moi, avec des amis. J'en parle également à ma compagne. J'essaie simplement de voir en fait des thèmes que je connais, que je vois qui sont, on va dire,
inhabituels pour la Russie et qui seront intéressants de vous présenter. Est-ce que votre perception de la Russie a changé depuis que vous avez commencé cette chaîne? Non, pas trop. Plutôt au contraire, ça m'a, je veux dire, peut-être, il n'y a pas eu vraiment de changement négatif, plutôt positif. En fait, j'ai beaucoup plus découvert, on va dire, l'aspect historique de ce pays et de me percevoir en fait qu'il y avait vraiment une histoire importante et qui était pas assez connue de ce pays. Ensuite, quel a été le défi le plus difficile que vous avez rencontré en produisant du contenu sur la Russie pour votre chaîne? Défi au niveau des températures. Quand il fait moins 30 degrés, filmer avec une GoPro, c'est impossible. Elle ne tient pas plus que 3 minutes au dehors. Donc à chaque fois, il faut mettre les batteries dans le slip ou sous les bras pour maintenir une température à peu près, on va dire, moyenne au niveau des batteries pour pouvoir faire des films. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de vidéos en hiver en Russie. Alors ensuite, y a-t-il un aspect particulièrement méconnu de la Russie que vous avez découvert récemment et que vous avez hâte de partager avec votre audience? En fait, j'en ai partagé un petit peu sur l'aspect plutôt technologique de la Russie, notamment sur la vidéo que j'ai faite au sujet de Zelenograd et le fait que des scientifiques soviétiques faisaient déjà des recherches sur l'intelligence artificielle dans les années 60. Et j'en avais parlé puisque le but de cette intelligence artificielle, c'était de pouvoir mettre un système de détection antimissile, mais c'était également un système qui avait été utilisé à l'époque par le KGB parce que en fait, ils voulaient pouvoir écouter toutes les lignes téléphoniques qui existaient dans le pays pour pouvoir contrôler le fait si quelqu'un utilisait des mots-clés et en fait qu'un enregistrement se déclenche à la prononciation d'un mot-clé. Donc ça, c'était une des choses que j'ai pu découvrir sur des forums russes qui traitaient ce sujet. Et en fait, ça ne change absolument pas de ce qui a été fait aux États-Unis et qui a été implémenté en France, en Europe. Je me souviens avec l'histoire de Snowden et compagnie, je ne me souviens plus le scandale que c'était, mais le fait des écoutes téléphoniques des dirigeants européens et de la planète entière qu'avaient fait les États-Unis avec des algorithmes d'écoute et d'enregistrement et de classement d'informations. Donc c'est absolument pas, on va dire, transcendant. Hein. On est tous persuadés que c'était quelque chose de commun en Union soviétique, mais en fait, ici en Europe et aux États-Unis, tout le monde vit exactement cette même situation, mais préfère l'ignorer et estime que c'est pas grave. Eh bien, sachez que voilà, c'est pas, on va dire, un privilège soviétique, mais c'est aussi quelque chose que l'on rencontre. Et en fait, c'est plutôt l'idée comment ça a été fait, on va dire technologiquement, qui m'a intéressé et qui m'a permis un petit peu de découvrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend assez souvent, de parler de technologie et des États-Unis et du Japon, mais jamais au niveau de l'Union soviétique. C'est pour ça que j'ai été super content de faire la vidéo sur Zelenograd. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais assez suivre pour voir un peu tous les développements technologiques qui sont faits en Russie, parce qu'on en parle très 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 rarement en fait. Donc ensuite, quelle a été la vidéo la plus difficile à réaliser jusqu'à présent et pourquoi? Je pense que en fait toutes les vidéos qui ont été faites en extérieur en hiver, notamment les monastères et notamment Sergueï Posad, c'est des vidéos qui ont été très compliquées à tourner dans le froid pour être capable d'être objectif au moment où on parle et d'avoir une bonne diction. Et puis voilà, pour des contraintes surtout techniques. Ça, c'était une chose. L'autre chose, filmer en intérieur. Pour ça, je vais essayer de voir pour trouver d'autres formats pour l'hiver. Parce que filmer en intérieur, c'est un peu compliqué en Russie, notamment lorsqu'on veut filmer un peu des zones qui sont privées.
voilà, on est embêté avec les gardes de sécurité qui nous bloquent, qui nous coupent la caméra, etc. Donc ça se comprend, voilà, je ne veux pas m'amuser à faire le filou, mais ça, ouais, effectivement, c'est ce qui était le plus difficile. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça, à mon avis, ouais, la partie, on va dire, filmer en intérieur, l'hiver, avec des gardes de sécurité qui nous surveillent à toutes les 5 secondes. Et puis ouais, d'aller dehors, de continuer à filmer un peu à moins de 30, ça c'est un peu plus compliqué effectivement. D'ailleurs c'est pour cette raison que je vais essayer de filmer le plus possible sur des périodes d'automne, du printemps et une partie de l'été, pour pouvoir derrière monter un peu tout ça l'hiver et après vous proposer le contenu peut-être l'année suivante ou quelque chose comme ça, mais pour avoir un petit roulement. Ok, ok. Ensuite, question suivante. Pouvez-vous nous parler d'une expérience de voyage en Russie qui n'a pas été comme vous l'avez prévu, mais qui a donné une tournure intéressante? Oui. Euh, oui, oui, oui. Bah, en fait, c'était lorsque je me suis rendu dans l'Altaï pour skier. Où j'ai skié par moins 30, c'était abominable. C'était ultra, ultra violent. Et en fait, lorsqu'on est rentré, lorsque je devais rentrer à Novosibirsk pour prendre un avion, euh, j'étais dans un taxi et on était dans un taxi marque Hyundai Solaris. Et, et en fait, il y a eu un problème moteur. Et en fait, il faisait tellement froid apparemment, c'est que ils n'étaient pas arrivés. Enfin, le taxi qu'on utilisait était un taxi qui n'était pas fabriqué en Russie, mais qui était importé de Corée. Donc, ils n'ont pas été adaptés pour les températures de la Russie. Et donc, en fait, le taxi nous a lâchés. Et ça c'est un gros moment de flip en Russie parce que bah, quand vous êtes dans un taxi ou vous êtes dans une voiture et qu'elle s'arrête en plein milieu de la route, et que vous n'arrivez pas à la redémarrer et qu'il fait moins 30 dehors, bah, l'espérance de vie en général est assez courte. Donc même si vous avez des vêtements, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Donc nous, on devait se retourner à l'aéroport. Et donc on attend et on était sur une route, mais en plein milieu de la Sibérie. Donc pas de comment ça s'appelle, de réseau, rien du tout. Hein. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Et on attend et jusqu'à un moment en fait on voit quelqu'un qui arrive en fait sur la route, on voit des voitures, on essaie d'arrêter, toutes les voitures elles sont avec quelqu'un dedans, il n'y a pas de place, on ne peut pas se mettre dans le coffre, etc. Donc vraiment on se dit ouais là on est mal barré et là on voit au loin, ça commence à être le tombé de la nuit, on se dit ouais là on est très très mal. Parce qu'on a demandé aux gens d'aller avertir, mais le temps qu'ils aillent jusqu'à la ville la plus loin, la plus proche pour venir nous chercher, c'était compliqué. Et en fait, on voit au loin des phares, et on voit en fait que c'est une colonne de 2 ou 3 Kamaz, je crois que c'était 3 Kamaz qu'il y avait au total. Donc Kamaz, c'est des gros camions orange qu'ils utilisent pour tout, pour la construction, pour le salement, pour le déneigement en Russie. Et, et on leur explique et ils disent ok d'accord, vous devez aller à l'aéroport, pas de problème. On monte et en fait je vais à l'aéroport de Novosibirsk en Kamaz orange, en plein milieu de la Sibérie et on laisse la voiture sur le bas-côté et on part avec le taxi. Donc ouais, ça c'était un truc, ça a failli mal tourner et en fait ouais, traverser une bonne partie de la Sibérie en Kamaz orange, tout feu tout flamme pour aller jusqu'à l'aéroport, ouais, c'était assez particulier. Ouais. Alors ensuite, mais c'était intéressant. Y a-t-il des aspects de la Russie que vous n'avez pas encore abordés sur votre chaîne et que vous souhaitez envisager, ou c'était un peu mal formulé cette question, que vous envisagez d'explorer à l'avenir? Oui, il y en a pas mal. Je pense tout d'abord en fait sur... bah, moi, je vais essayer de présenter là cette première année sur ce qui était possible de réaliser pour moi, c'est-à-dire bah, de présenter Moscou, sa région, de présenter peut-être... j'avais présenté également Saint-Pétersbourg. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller... ça a été une petite introduction, cette saison 1. La saison 2 sera peut-être pour aller un petit peu plus loin. Donc on va aller beaucoup plus vers des campagnes.
de la Russie, beaucoup plus fixé sur, par exemple, un peu des vestiges d'Union soviétique, des choses un petit peu inhabituelles comme ça, mais vraiment de se reculer plus vers les régions pour montrer un peu comment les gens vivent, parce que j'entends très souvent sur Internet, ouais, mais Moscou s'est bien développé, Saint-Pétersbourg s'est bien développé, mais le reste de la Russie c'est le tiers-monde. Non, c'est pas le tiers-monde. C'est absolument pas le tiers-monde. Il y a des difficultés, il y a des problèmes d'infrastructure, oui, voilà, mais c'est pas le tiers-monde. Les gens, la vie est différente. Voilà, ils ont un autre rythme de vie et il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller beaucoup plus dans les terres. Et une chose que j'ai pas abordée dans mes vidéos, c'est toute la partie sur la nourriture russe. Donc ça va être quelque chose qui va être abordé très très prochainement. Ensuite, alors, celle-là on vient de le dire. Quels sont les logiciels que tu utilises pour tes vidéos? Alors, les logiciels que j'utilise pour mes vidéos, c'est Adobe Premiere Pro. Je suis un peu à l'ancienne, je sais qu'aujourd'hui il y en a d'autres. Mais Adobe Premiere Pro, vite fait After Effects quand je dois faire peut-être une intro ou le truc avec la musique, etc. Ça c'est du After Effects. Et puis un logiciel aussi de la suite Adobe qui s'occupe de la correction du son, que j'ai découvert et que j'ai appris cette année à maîtriser. Donc la suite Adobe en clair. Je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'autres trucs. Je sais que la plupart des gens utilisent des trucs comme Final Cut, Pro, etc. Moi je ne suis pas sur Mac. Donc enfin si je fais des montages sur Mac, mais je sais pas, j'aime pas trop je préfère faire sur du Adobe. Bon voilà, après question de goût. Est-ce que vous rencontrez des problèmes sur YouTube et le shadowban? Alors oui, oui, oui. Enfin, je ne dis rien sur ma chaîne qui pourrait être considéré comme propagande du Kremlin ou de je ne sais quoi. J'essaie d'être objectif, de parler de ce pays. Mais force est de constater que de toute façon, tout ce qu'on parle aujourd'hui de Russie, c'est catalogué comme quelque chose de négatif. J'ai même reçu une notification expliquant que ma chaîne ne sera jamais monétisée parce que je diffuse des informations liées à un pays qui fait la guerre à l'Ukraine. Enfin, c'est lunaire. Donc oui, ça c'est difficile. La plupart de mes contenus sont jamais mis en avant. Certains, alors c'est très intéressant parce que des fois il n'y a aucune explication. Une vidéo va être mise en avant sur la chaîne, sur la page principale. Toutes les autres, là, les 3/4 ne sont pas vues et c'est pour cette raison, je pense que la majorité d'entre vous avez découvert cette chaîne parce que j'ai mis des commentaires sur d'autres vidéos en dessous en disant arrêtez de regarder ça, intéressez-vous à la Russie, regardez ma chaîne, etc. Parce que en fait, je ne peux pas mettre mes contenus en avant, même en payant YouTube, etc. C'est impossible. Le truc est désactivé. La monétisation est désactivée. Moi, je gagne zéro avec cette chaîne. C'est uniquement de la perte pour moi. Je le fais parce que j'adore ce pays et parce que je veux vous montrer en fait quelque chose d'intéressant. J'ai pas de trucs à vendre, je suis pas un boutiquier, j'ai pas des suites à capuche ou genre à vous vendre. Moi, c'est vraiment par passion que je le fais. Et demain, vous serez, je sais pas, 100 000 ou 1 million. J'essaierai de le faire. Alors, bon, peut-être que si on arrive à 1 million, je vais peut-être dire, bon, on va peut-être faire un tour opérateur, un petit truc, je m'amuserais à être votre guide en Russie ou quelque chose comme ça. Ça, je rêverais de pouvoir le faire, de présenter le pays, de me montrer un peu voilà, des choses, mais hors des sentiers battus. Franchement, d'essayer de faire ça pour aller gratter des abonnements, je sais pas où, je sais pas. Bien évidemment, si ça peut être une source de revenus supplémentaire, c'est génial, quoi. Mais c'est pas ça qui me motive le plus. Ce qui me motive le plus, c'est d'aller vous faire découvrir quelque chose et après de lire dans des commentaires des trucs super positifs, de voir des gens qui soient enthousiastes. Ça motive beaucoup. Donc voilà, donc problème de YouTube et de shadowban, ouais. Oui, ben voilà, c'est pour cette raison que
que j'écris. Et la seule solution que vous pouvez faire, moi je ne le dis pas dans mes vidéos parce que j'aime pas faire ça. J'aime pas vous dire vas-y abonne-toi, mets un like, machin, mets un commentaire, partage. Je le dis pas parce que en fait je veux que vous profitiez au maximum des vidéos. Déjà ça m'énerve suffisamment qu'il y a des publicités dans mes vidéos alors que je peux pas les enlever en fait parce que je suis trop petit créateur, je peux pas les enlever. Et même apparemment si on est important au niveau créateur, et bien en fait il faut une vidéo, des publicités obligatoires. Aujourd'hui toutes les pubs que vous voyez, je ne touche 0 centime, je touche 0 dessus en fait. Et en fait moi ce que j'essaye de faire, c'est de rendre l'expérience la plus intéressante possible, c'est-à-dire voilà, pas vous rappeler toutes les 5 minutes à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des cloches, des choses comme ça. J'estime que si ça vous intéresse, vous le faites. Après, si vous voulez me soutenir, il n'y a que ça. Voilà, c'est-à-dire partagez. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que ce sera la seule vidéo que je vous dirai. Partagez ces vidéos, partagez à votre famille, parlez-en à vos proches. Voilà, essayez de me suivre le plus possible. Donnez-moi un peu de la force dans les commentaires. C'est le seul truc, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que mes vidéos soient sur d'autres plateformes. Voilà, pour attirer plus de monde possible. Parce que clairement, c'est pas dans la tendance et ça sera jamais dans la tendance de parler de manière positive de la Russie. C'est comme si demain je vous fais une chaîne sur l'Afghanistan ou sur la Syrie. C'est des pays qui sont bannis de toute l'histoire. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, Shadowban, problème YouTube, il y en a beaucoup. En fait, le succès de cette chaîne, elle dépend que de vous, elle dépend que de ceux qui sont là, qui me suivent et qui sont abonnés et qui regardent les vidéos. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie encore 1000 fois pour tout ce que vous faites. Et n'hésitez pas, voilà, partagez le plus possible. Non, vous voyez, je ne le dirai jamais dans mes vidéos, je le dirai juste au FAQ parce que voilà, je sais que ça sera vu par mes abonnés et je veux que voilà, vous le sachiez que la meilleure façon de le faire, c'est pas de m'envoyer de l'argent quelque part. J'ai pas de Tipeee, j'ai pas de Patreon, des choses comme ça. Peut-être que je vais peut-être en créer un jour, mais voilà, j'ai pas envie d'être le mendiant et j'ai pas envie que vous soyez là à dire attends, genre, à chaque fois il nous dit la même chose, abonnez-vous, mettez un like, donnez-moi de l'argent. Non, j'ai envie que vous passiez un bon moment et que vous dites ce gars en fait il veut vraiment nous montrer la Russie et en fait que ce qui est important dans une vidéo, c'est le message, c'est pas le messager et c'est ce que je dirais toujours dans mes vidéos, c'est le message et pas le messager. Moi, je suis là pour vous présenter quelque chose et j'essaie de le faire le mieux possible et vraiment du fond du cœur pour que vous puissiez voir en fait de vous-même et que vous ayez un autre aperçu de ce que vous pouvez voir depuis l'Europe ou d'autres pays. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite vivre en Russie? Vas-y mon gars, surtout en ce moment, il n'y a personne, je pense pas beaucoup de monde qui va te gêner pour venir. Sache que si tu sais pas parler russe, ça va être compliqué. Il vaut mieux que tu commences déjà un petit peu pour parler russe. Si tu es bilingue en russe et c'est la seule chose que tu sais, c'est parce que tu as terminé une université de linguistique, tu vas aller habiter en Russie. Très mauvais plan. En Russie, on sait tous parler russe. Il faut que tu viennes en Russie avec une compétence il n'y a pas de différence que tu sois femme, que tu sois homme. Viens en Russie avec une compétence qui est importante pour le pays. Voilà. Donc, première chose, viens, voyage. Voyage le plus possible. Fais-toi des amis, fais-toi un contact, trouve quelque chose. Tu es un homme, tu veux te trouver une fille en Russie, viens en Russie. Tu vas trouver des gens, tu risques de te faire plumer, tu risques d'avoir plein de problèmes, etc. C'est normal, c'est le truc, si tu es étranger, aussi bien tu peux tomber, comme moi je suis tombé que sur des personnes bien. Après, il s'agit de faire des filtres. Ça peut t'aider à venir intégrer ce pays. Une copine russe, c'est génial. Un homme russe, c'est génial. Ça t'aidera à venir en Russie. Mais voyage, instruis-toi davantage sur ce pays. Ne regarde pas les médias européens. Oublie. Il n'y a aucun. De toute façon, dès que vous commencez un média européen et que vous entendez le régime de Poutine, la Russie, je sais pas quoi, ça sert même pas. C'est pas utile de regarder après. Vous voyez. Donc, essayez de vous intéresser. Regardez, il y a des blogs. Mon canal, ma chaîne, c'est fait justement pour ça, pour ceux qui se sont intéressés par ce pays, qui veulent découvrir. Voilà. Intéressez-vous, voyagez, venez en Russie. Il n'y a pas d'avion direct aujourd'hui. Mais vous pouvez passer par Yerevan, vous pouvez passer par la Turquie, vous pouvez passer par la Géorgie, l'Arménie, enfin
voilà, il y a des possibilités, il suffit juste d'aller dans ce pays, vous faites un changement de, je sais pas, de 3 heures, vous prenez un autre avion, vous partez à Moscou et c'est bon, vous y êtes quoi. Donc il y a vraiment, si vous voulez y aller, vous pouvez. Surtout aujourd'hui avec le rouble, la situation comme elle est, c'est super avantageux pour les Européens. Venez en Russie, venez découvrir ce pays, vous ne le regretterez jamais, c'est exceptionnel. Voilà. Les portes sont ouvertes pour obtenir des visas, c'est possible, il n'y a aucune limitation pour ça. Et franchement, je pense que ça sera toujours mieux que simplement juste de rester un petit peu dubitatif, j'y vais, mais je sais pas comment. Allez-y, voilà. Et si vous voulez vivre en Russie, j'essaierai prochainement de faire un petit groupe Telegram sur lequel on pourrait peut-être en parler, etc. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, je ne sais plus si c'était un gars qui s'appelait Kublai ou quoi que ce soit, qui parlait comment voilà, faire de l'expatriation en Russie. Est-ce que c'est bien de s'expatrier en Russie? Ça dépend, quelle est votre sphère, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, humainement, enfin, juste en termes d'expérience, c'est la meilleure chose à faire. D'essayer de vivre en Russie, d'essayer de découvrir. Après, ça vous plaît pas. Vous pouvez toujours revenir, vous avez votre passeport, mais c'est une expérience à vivre et c'est super. Et le mieux, effectivement, c'est déjà de vous intéresser, de voyager, de faire des contacts, trouver une compagne, un compagnon en Russie et d'essayer déjà un petit peu une vie comme ça. Vous ne le regretterez jamais. Voilà. Comment as-tu appris le russe? Comment j'ai appris le russe? Eh ben, en fait, lorsque j'ai terminé la Sorbonne, que je travaillais à la banque, j'avais un petit peu de temps et j'avais vraiment envie de changer ma vie et d'aller vivre en Russie. Eh bien, j'ai décidé d'acheter des livres. J'ai commencé et puis après, je me suis inscrit sur comme des sites de rencontres en russe. Je me suis inscrit sur les sites comme Vkontakte ou d'autres, VK, etc. J'ai commencé à discuter avec des gens et de fil en aiguille, j'ai appris, j'ai traduit, etc. Et puis après, j'ai commencé à vivre en Russie. Et ça sera un autre sujet à évoquer, comment j'ai pu intégrer ce pays. Peut-être si un jour quelqu'un pose la question, je le ferai en FAQ. Mais voilà, après, je suis arrivé en Russie. J'ai travaillé pour une entreprise américaine de consulting parce que c'était la façon la plus facile pour obtenir un visa pour y rentrer. Et puis une fois que j'étais chez eux, j'ai fait vite pour trouver une entreprise locale russe et pour laquelle j'ai travaillé jusqu'au début du conflit en Ukraine. Donc voilà. Donc apprentissage du russe par moi-même et par internet avec des filles russes, avec des gars russes avec qui je discutais en ligne, très facile. Et puis en écoutant beaucoup de radio, etc. Depuis combien de temps vis-tu en Russie? Alors moi j'ai vécu en Russie pendant 9 ans non-stop. Voilà. Il y a eu un bref pause, et j'ai expliqué dans une de mes vidéos où j'ai dû quitter la Russie. Et là je suis actuellement dans les Alpes en France. Je vais retourner en Russie très prochainement. Mais j'ai vécu 9 ans non-stop. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis dans une situation qui va me permettre de pouvoir travailler en Russie, venir un peu en France, etc. Donc, je ne serai peut-être pas de manière continue en Russie. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense passer un certain temps en Russie. Quel est ton travail en Russie? Alors moi j'ai travaillé donc dans la sécurité financière, dans l'éthique financière, ce qu'on appelle la compliance. J'ai travaillé pendant longtemps pour des banques en France, j'ai travaillé pour une société de consulting en Russie, j'ai travaillé pour un concessionnaire automobile spécialisé dans les marques allemandes voilà, comme dans le domaine de la compliance. Et donc voilà, c'est là où j'ai eu mes problèmes puisque suite au conflit, toutes les marques avec lesquelles on travaillait ont décidé de quitter la Russie. Et donc j'ai dû faire un changement au niveau de ma carrière. La Crimée est russe, petit coquin. Petit coquin. Alors oui, la Crimée est russe, si on est du point de vue de la Russie. Si on est du point de vue international, la Crimée est soi-disant pas russe. Il y a un référendum qui a été fait en Russie, on le critique, on est d'accord, on est contre, etc. Il se trouve qu'un référendum a été fait, donc j'ose imaginer que j'ai quand même beaucoup plus de connaissances que la majorité des gens que je croise en France ou sur les médias, beaucoup plus de connaissances sur la Russie. Pour moi, la Crimée est russe. Voilà, c'est un fait. Il y a eu un référendum.
Que ça ne soit pas accepté par les autres pays, c'est le problème, leur problème, mais ça a été organisé par la Russie. Et il suffit juste de creuser l'histoire pour voir le nombre de personnes, le nombre de soldats qui sont morts en Russie pour la Crimée. Donc la Crimée a toujours été russe, enfin une grosse partie du temps a été russe, ça a été ottoman, etc. Mais ça a été russe, ça a été donné pendant l'Union soviétique, ça a été fait un peu en loose day. Voilà, maintenant la Russie a voulu retrouver la Crimée. Moi je ne travaille pas dans la politique russe, je ne suis pas là pour juger de ça, mais selon moi, oui, aujourd'hui, comme ça a été fait, la Crimée est pour moi est russe. Ton avis sur la guerre en Ukraine? Eh bien mon avis sur la guerre en Ukraine, je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet parce que c'est assez complexe. Je veux dire que j'étais dans un métro le matin quand j'ai découvert ça pour aller au boulot. Tout le monde était secoué. Moi, j'ai vu des collègues qui étaient traumatisés quand ça s'est passé. Bien évidemment, une guerre, c'est jamais quelque chose d'agréable. Comme disait mon père, des bisous, c'est toujours mieux que des coups de pied au cul. Alors bien évidemment, c'est bien de dire ça, mais de l'autre côté, ça ne fait pas ça qui fait avancer le monde. Je pense que au niveau de la guerre en Ukraine, beaucoup de gens ont rigolé lorsque Macron était assis à une table de 2 mètres de long face à Poutine, mais il suffisait juste d'écouter à l'époque le discours qu'il y avait entre Macron et Poutine pour comprendre qu'il y avait vraiment deux idéologies complètement différentes. Ensuite, tout a été prouvé les derniers temps que ce conflit a été savamment orchestré au niveau des États-Unis et de l'Europe. On a même eu François Hollande qui a confirmé ça. Hein. Il s'est fait attraper dans un espèce de comment ça s'appelle, comme une farce, ce qu'ils appellent un prank en anglais, avec des humoristes russes qui se sont fait passer pour l'ancien dirigeant ukrainien. Et on a pu voir toute l'attitude qui avait été adaptée par la France avec ces fameux traités de Minsk qui n'avaient été absolument pas respectés par l'Ukraine et qui n'avaient même pas été sanctionnés derrière par les États qui devaient être à la responsabilité de surveiller ces traités. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne étaient les garantes des traités de Minsk qui n'ont pas été appliqués. C'était à la France et l'Allemagne de sanctionner l'Ukraine pour le manquement à ces traités de paix et ce n'a pas été fait. Voilà, donc question, pourquoi? Alors aujourd'hui, oui, il y a un conflit, oui, c'est mal, c'est la Russie qui a attaqué. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Il faut penser aux populations du Donbass qui étaient depuis des années victimes soit de l'artillerie, soit d'attaques, etc. Donc là, ça a commencé depuis longtemps. Les origines du conflit, etc., on ne les connaît pas. Il ne faut pas oublier que si un conflit est décidé de la part d'un dirigeant, eh bien c'est pas pour rien. Pas pour rien que c'est quelque chose qui est maîtrisé au niveau des dirigeants, parce qu'il y a sans doute des intérêts qui dépassent. Donc prendre une position, vous dire ah ouais c'est génial, ben moi je ne peux pas vous dire que c'est génial, j'ai perdu mon boulot là-bas en Russie, j'ai eu beaucoup de difficultés suite à ce conflit, mais de l'autre côté dire ouh la Russie c'est pas bien, non, je ne peux pas le dire non plus parce que il y a des éléments que moi je connais parce que j'ai la chance de savoir parler français et de comprendre le russe et de parler l'anglais. Donc je ne m'assois pas juste à regarder des vidéos du Monde ou de LCI qui racontent n'importe quoi et qui racontent ça sous un certain angle. Les vidéos américaines sont des fois beaucoup plus objectives que les vidéos françaises. Et ce qui est très intéressant, il suffit juste de regarder la télévision algérienne qui est également en français pour voir un autre angle et là de s'apercevoir qu'en fait il y a quand même une grosse manipulation des médias. Donc voilà, mon point de vue sur la guerre en Ukraine, sur ce conflit, mon point de vue c'est que ça ne concerne absolument pas la France, ça ne concerne absolument pas l'Europe, ça ne concerne absolument pas les États-Unis. Donc je vois absolument aucune raison pour ces pays de s'impliquer. Et la position qu'a aujourd'hui l'Europe, la France, les États-Unis dans ce conflit est selon moi particulièrement détestable et lâche
parce que si c'est la grande motivation des Américains et des Français d'aller se friter avec des Russes et d'aller se confronter, mais faites-le officiellement, j'ai envie de dire, allez sur place, hein, allez avec des soldats, allez réellement. Alors que là, ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on utilise l'argent du contribuable français, l'argent du contribuable européen pour aller financer une guerre, pour aller donner des armes à des gens. Et en fait, c'est faire la guerre. J'avais vu, il y avait une personne qui avait sorti un livre qui était assez intéressant, c'est faire la guerre avec le sang des autres. Et ça, je trouve ça particulièrement indigne. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vraiment la super démocratie européenne est en danger parce que la Russie est en conflit avec l'Ukraine et que c'est aux portes de l'Europe, comme je l'entends, mais allez là-bas vous battre en fait. Enfin, ça sert à rien d'aller donner des armes comme ça et dire mais non, on n'est pas en guerre, on n'est pas du tout. Alors on entend des ministres qui disent que le but c'est de détruire l'économie russe. On l'a bien compris que le but c'était ça, c'était de détruire une économie pour pouvoir obtenir des ressources à bas prix, notamment le pétrole, notamment le gaz. Manque de peau, ça s'est mal passé. Voilà, ça ne se passe pas du tout comme ils le veulent. Ensuite, ces histoires de sanctions, etc., qui devaient mettre l'économie de la Russie à genoux. Alors oui, il y a des difficultés, oui, le rouble, etc. Mais moi, je suis allé plus longtemps que vous en Russie et je peux vous dire qu'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de problème en interne. Donc, ça ne marche pas tant que ça. Donc, voilà. Donc moi, c'est vraiment, je pense que c'est un truc que j'ai peut-être le plus en travers de la gorge au niveau de cette guerre. Je pense qu'on peut faire beaucoup de critiques sur la Russie, sur le fait qu'il y a une guerre, etc., et comment c'est géré, et pour quelles raisons, etc. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là, pour quelles raisons, qu'est-ce qui a poussé. Ça, c'est la première chose. Donc, je n'ai pas à juger. Je ne suis pas citoyen russe. J'estime que lorsqu'on n'est pas citoyen d'un pays, eh bien, on n'a pas à se prononcer sur la politique interne et la géopolitique d'un pays. Hein, c'est ce qu'on appelle c'est de l'ingérence. Et ça, je pense que c'est assez colonialiste et assez moraliste de faire ce genre de choses. Donc, je trouve qu'on n'a rien à redire là-dessus parce que ce n'est pas un conflit qui nous concerne directement. Et la position de soutenir un pays en conflit par des armes et par de l'argent parce qu'on a envie de détruire l'autre, je trouve que c'est assez détestable et que si vraiment les dirigeants européens et américains ont vraiment des couilles, eh ben, qu'ils le disent officiellement. On veut se mettre avec la Russie, on veut se mettre bien, eh ben allez-y. Voilà, mettez l'OTAN, mettez tout, allez avec vos soldats sur place. Voilà, mais ne faites pas des trucs comme ça. Je trouve ça, cette manière sournoise de alimenter le feu d'un conflit comme c'est fait, c'est détestable et d'autant plus détestable que c'est fait avec l'argent des contribuables. Alors que ici en France, on voit qu'il y a vraiment des besoins. On voit à Paris le nombre de migrants qui dorment sur des cartons, qu'on voit ce qui se passe au niveau des hôpitaux, on voit ce qui se passe au niveau de la police, on voit ce qui se passe au niveau des écoles, qu'il y a au niveau des services publics, il y a une dégradation qui est incroyable, mais de l'autre côté, on va aller répandre des milliards sur un pays comme l'Ukraine, dont on sait très bien qu'il n'y aura absolument aucun retour sur investissement et que ça ne sera pas profitable, surtout pas au pays et surtout pas aux contribuables. Ça va être profitable sans doute à certains, et ça, je trouve ça particulièrement détestable. Et je pense que dans cette situation, c'est aussi le rôle des personnes en France de réaliser que cette situation n'est pas tenable. Et je ne comprends pas encore comment des personnes peuvent payer des impôts, soutenir ce genre d'activité. C'est absolument détestable. Es-tu un troll russe? Eh bien écoute, moi déjà je suis de nationalité française. Je ne suis pas du tout un troll russe. Ce qu'on appelle troll russe la plupart du temps, c'est les personnes qui soutiennent à tout va Poutine, etc., qui ne réfléchissent pas et qui n'ont absolument pas de connaissances. Moi, la différence la plupart du temps avec les gens avec qui je discute sur YouTube ou que je vois dans la réalité, c'est que
j'ai la chance de pouvoir comprendre les médias russes, de pouvoir comprendre les médias français, de pouvoir comprendre les médias américains et d'autres pays pour pouvoir me faire un peu une vision un peu plus large que ce que l'on voit dans un seul média. Donc troll russe, voilà. Mais c'est pas exclu, parce que j'ai eu tellement de commentaires de ce genre, c'est pas exclu que je me fasse un t-shirt troll russe, voilà, puisque tout le monde considère que dire des choses positives sur la Russie, c'est être troll, eh bien on va jouer au jeu à fond. Comment tu fais pour vivre dans une dictature? Voilà, alors ça c'est le truc le plus formidable que j'entends à chaque fois, que la Russie c'est une dictature. J'ai même vu encore récemment une vidéo qui expliquait que la Russie et la Corée du Nord se mettent ensemble, etc. Parce que qui ressemble s'assemble. Ça mais c'est d'un niveau, mais vraiment, je sais pas, la France soi-disant le pays des droits de l'homme, cultivé, avec des intellectuels, tout ça, machin, ou soi-disant ici rayonne la culture et l'information, d'avoir ce niveau, c'est un niveau mais nul. Et quand j'entends encore récemment, j'ai encore vu une vidéo avec des gens qui disent ouais mais les gens en Russie ne sont pas libres, c'est pas possible, etc. Mais vous êtes qui pour juger si c'est une dictature? Vous y êtes jamais allé. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans et j'y vais régulièrement et je vais y aller encore prochainement. Je connais plus ce pays que tous les gens que vous avez pu voir sur les plateaux de télévision et je peux vous dire que ce pays, c'est vraiment un pays où il y a plus de liberté qu'en France. Alors, peut-être sur certains points, ça peut être compliqué, tu vas me dire oui, mais sur la politique, etc. Oui, mais bon, excusez-nous, lorsqu'on a vu là les gilets jaunes, etc., comment les gens ils ont été traités avec des flashballs, là, des LBD dans la tête, des gens qui se sont fait éclater les mains par des grenades de désencerclement, ça n'existe pas en Russie. Voilà, il y a des gens qui se font arrêter, qui se font malmener, etc., dans des commissariats, etc. Mais ça ne se passe pas, ces genres de choses. Et ça, en Russie, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il ne faut pas oublier que l'image que la France rejette aujourd'hui à l'étranger, elle devient de plus en plus négative, en fait. Parce que c'est fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis. Et c'est pas du tout normal, en fait. Et donc, effectivement, pour tout ce qui est manifestation, etc., en Russie, bah, oui, ça c'est traité comme en France. C'est-à-dire que si vous faites une manifestation qui est illégale, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Mais il y a beaucoup plus de liberté. Juste une petite parenthèse, mais lorsqu'il y a eu le Covid, combien de temps les gens en France ont été enfermés à la maison par rapport à combien de temps on est resté en Russie? En Russie, on est resté 1 mois et demi, voire 2 mois. Maximum. Et encore, on pouvait sortir et tout tranquillement. Là, me suis baladé dans plusieurs régions en France, je vois encore des gens avec des masques. On est en 2023. Il y a toutes les preuves qui ont été faites sur l'inefficacité des masques en extérieur, mais il y a encore des gens qui traînent avec des masques. Combien de fois vous avez dû vous faire injecter et avoir des QR codes, je ne sais pas quoi, pour aller dans des restaurants, etc. Ça n'existait pas en Russie. Il y a eu une petite période à Moscou où le maire Sabianin a essayé de copier tout ce qui se faisait en Europe pour être avec des QR codes ou des choses comme ça. Mais ce n'était pas, ça a duré, je ne sais pas, 2 semaines peut-être. Et au bout de 2 semaines, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu que la majorité des gens ne le faisaient pas. Voilà. Donc c'est un pays qui est beaucoup plus libre. Et en fait, moi je l'ai vu à ce moment-là, surtout au moment du Covid. J'étais choqué de voir, par exemple, ma mère qui était dans une campagne, on devait lui dire de rester dans sa maison, alors qu'elle avait eu le Covid et qu'elle n'a eu aucun symptôme. Elle l'a eu encore même récemment. Donc il y a un moment, voilà, faut pas exagérer. Moi, je pense qu'en Russie, il y a beaucoup plus de liberté, liberté entrepreneuriale, liberté au niveau de circulation, mais vraiment, c'est même au niveau des banques, même au niveau de tout ce qui est sur Internet, etc. Oui. Alors après, c'est bien évidemment, si vous attaquez personnellement au président, si vous attaquez personnellement à quelqu'un, bah effectivement, vous aurez des problèmes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est à peu près la même chose qu'en France. Hein. Je pense à une personne qui avait fait un commentaire sur Emmanuel Macron en l'insultant sur Facebook. Bah, ils l'ont retrouvé, ils l'ont sanctionné. Faites la même chose en Russie, vous allez avoir la même chose. Sauf que peut-être que la sanction sera peut-être plus forte parce que effectivement,
on ne s'en prend pas au président en Russie. Et il y a effectivement dans la culture russe, c'est pas quelque chose qui est accepté. C'est pas parce que c'est un peuple soumis ou quoi que ce soit, c'est simplement que c'est pas quelque chose d'accepté dans la culture russe. Donc, quand on s'en prend au président, en fait, il y a des lois qui sont en Russie beaucoup plus sévères qu'en France. Et, et en fait, ça se voit parce que quand vous allez en Russie, vous n'avez pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème de Russie, d'insécurité. Moi, je ne le sens pas. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Grenoble, j'ai vécu à Lyon, je suis allé à Marseille. L'insécurité, ça se voit, ça se sent. Voilà, c'est effectif. Là, j'ai encore vu récemment ce qui s'est passé à Cherbourg en France avec cette jeune femme. Ça n'existe pas en Russie, ce genre de choses. Alors quand les gens me disent que la Russie, c'est encore beaucoup plus criminel que la France, c'est faux. Le taux d'insécurité en Russie est beaucoup plus bas qu'en France. Je crois que c'est de 37. Il y a un indicateur d'indice de criminalité. En Russie, il est de 37, quand en France, il est à 60. Moi, j'ai rencontré beaucoup plus de problèmes en France qu'en Russie. En Russie, j'ai jamais eu une agression, jamais eu un problème dans un métro. Je me suis jamais frité avec quelqu'un dans la rue. J'étais à Paris, c'était vraiment facile. Il suffit d'être avec une jolie fille pour à Paris avoir tous les problèmes qu'on a si on veut se balader le soir. En fait, en Russie, ça n'existe pas. Par contre, en Russie, il y a un taux d'homicide qui est élevé. Ça veut dire que, en fait, si on s'implique dans quelque chose de courbe, ça risque très vite de mal se tourner. C'est-à-dire que des règlements de compte sur des business qui sont un peu louches, ça se passe très très vite en Russie. Voilà. Que ce soit sur de la drogue, que ce soit sur de l'argent sale, que ce soit sur des fraudes et des choses comme ça. Si vous entourloupez un entrepreneur en Russie, dans une région, il y a très faible chance qu'il attende le résultat du tribunal pour faire ça, pour se venger ou pour attendre une décision financière. J'ai plus de chances qu'il vous attende sur un parking un jour ou qu'il vous bloque la route quelque part. Ça existe toujours. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que ça, effectivement, c'est ça qui fait monter le taux d'homicide en Russie, mais ce n'est pas la criminalité ou la délinquance dans la rue. Moi, j'ai habité dans plein de quartiers différents à Moscou et je suis rentré à des heures hyper tardives. Oui, il y a des fois des gens qui sont un peu particuliers comme partout, mais il n'y a pas de danger particulier. Voilà. Comment la population russe voit ses dirigeants et Poutine en particulier? Un petit peu, je dirais c'est un peu du 50-50. Voilà, il y en a une partie qui va être la partie qui est un peu plus âgée, la partie des gens qui ont un peu plus de succès dans les affaires, vont estimer que Poutine c'est quelqu'un de bien. Les gens qui sont plus en marge de la société, les qui sont, on va dire, pro-européens en pensant que voilà, si on a un président qui change tous les 5 ans, ça va apporter que du bonheur. Ils sont forcément contre Poutine. Pareil, je pense surtout les retraités qui ont vécu pendant l'Union soviétique. Voilà, ils sont assez nostalgiques. Voilà. Donc en fait, je dirais que c'est 50-50. Voilà. Après, quand je discute avec les gens, je vois que la plupart du temps, la majorité des gens sont plutôt favorables à leur président et sont plutôt assez fiers de ce qui a été réalisé parce que voilà, c'est sur la période de Vladimir Poutine que voilà, le niveau de vie a considérablement augmenté et les gens le sentent et les gens sont reconnaissants. Alors, il y en a certains qui disent oui, mais ça ne serait pas Poutine, ça aurait été encore mieux. Voilà, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour savoir si c'était un autre, si c'était mieux et quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Voilà, je suis plus, allez, on va dire peut-être 60-70% de gens qui seront, on va dire, favorables, neutres à Poutine versus peut-être 30% qui sont défavorables et une extrême minorité qui l'exprime devant les médias, etc. Parce que ça, très honnêtement, la politique, il ne faut pas oublier une chose, c'est un truc qui est assez européen et assez français, puisque la politique, c'est en quelque sorte d'expliquer, de remettre sur une personne toutes les responsabilités et les problèmes d'un pays. C'est assez infantile de faire ça. Les Russes savent très bien que ce n'est pas les politiques qui vont changer leur vie,
Ce qu'ils font la plupart du temps, c'est que ils décident eux-mêmes. C'est comme on me dit toujours, on ne va pas attendre Poutine ou qui fasse quoi que ce soit, on fait notre business et puis on vit notre vie. Donc il y a la politique en Russie ils font leurs affaires et la population et qui se démerde comme elle peut et qui crée ses business, qui crée ses propres lois et ça se passe très bien comme ça. Et la plupart des gens ne parlent très peu de politique et c'est vraiment de parler tout le temps de politique, c'est vraiment un truc français et c'est assez détestable parce qu'en fait ça ne mène à rien de parler en permanence de politique quand vous y êtes même pas. Et puis surtout d'aller parler de la politique étrangère de Poutine. C'est tellement facile d'aller critiquer le voisin quand il y a tout à faire dans son propre pays. Parce qu'en France, à ce niveau-là, si on doit commencer à critiquer Poutine, il vaut mieux peut-être déjà commencer par régler les problèmes qu'il y a en France. Et Dieu sait qu'il y en a, avant de commencer à dire est-ce que les gens en Russie, quelque part, se sentent en dictature ou pas. Ça, je trouve ça c'est assez détestable comme attitude. Donc la population, voilà, comme il y avait un dicton, hein, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Donc si les Russes ont Poutine, c'est parce qu'ils le veulent. Voilà, c'est eux qui l'ont décidé. C'est pas un homme qui va vivre des centaines d'années. Donc un jour, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a eu plein de dirigeants à la tête de la Russie. Aujourd'hui, c'est Poutine. Demain, ça sera un autre. C'est tout. Voilà. Et c'est pas aux Français, c'est pas à l'Europe de décider qui les Russes doivent mettre. C'est aux Russes, leur destinée est entre leurs mains. Et c'est des gens qui sont suffisamment intelligents. Alors dire qu'ils sont abreuvés par la propagande, aujourd'hui il y a Internet, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, ils ont des VPN, ils lisent très très bien qu'est-ce qui se passe ici, ils savent très très bien ce qui se passe, donc c'est eux qui prennent leurs décisions et c'est pas des grands enfants, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Et sachez une chose, faut oublier pas que de dire tout le temps oui les Russes sont complètement zombies avec la propagande, c'est n'importe quoi. Réfléchissez 2 petites secondes lorsqu'il y a eu les révolutions de 1918, lorsque les Russes se sont soulevés pour le pouvoir qui était en place, ça a changé la politique de la moitié de la planète. C'est comme ça qu'est apparu le communisme et ça a converti presque la moitié de la planète. Donc vous inquiétez pas, si les Russes doivent se lever un jour pour changer quelque chose dans leur pays, ils le feront. Et ce n'est pas avec l'aide de dirigeants européens ou quoi que ce soit, ils sont suffisamment grands pour avoir leur destinée entre leurs mains. Et comment vit cette population face à cette guerre qui a été imposée par l'OTAN? Voilà, en fait, encore une fois, ça dépend. Une partie de la population estime que la Russie a été poussée, une autre estime que c'était une erreur. La majorité des gens, ils prennent ça en disant de toute façon, on ne peut rien y faire. Et en fait, aujourd'hui, le seul truc qui est présent dans la population, c'est pourquoi la France va aller dépenser de l'argent dans cette guerre, pourquoi les États-Unis vont aller soutenir. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Pour eux, ils estiment que c'est une guerre de clans, une guerre de voisinage qui doit se régler entre eux. C'est tout. Voilà. Et ça, je pense que c'est là-dessus qu'il ne faut pas oublier, c'est la population qui se pose la question. La majorité me disent, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Qu'est-ce que vous foutez de ce conflit? Vous n'avez rien à voir. C'est notre histoire. Et ça, je pense que c'est surtout ça. Et je pense que c'est ça qui est le plus mauvais parce que c'est ça qui va dégrader à l'avenir les relations avec la Russie et le reste des pays. Peu importe qui soit le vainqueur de cette histoire, ça va se terminer un jour. Mais à ce moment-là, il va falloir savoir un peu comment on va faire les relations avec la Russie. Et je pense que c'est très mauvais de s'être impliqué que l'Europe et les États-Unis soient impliqués dans ce conflit. Donc c'est surtout ça. Et je pense que ça crée un fossé davantage avec la population qui ne comprend pas, voilà, et qui trouve ça absolument, comme ce que je vous ai dit, absolument inexplicable et intolérable que l'Europe et les États-Unis s'immiscent dans ce conflit. Quid des échanges internationaux à petite échelle pour des marchés de niche? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette question qui m'a été posée. Les échanges commerciaux à petite échelle. Alors, si on parle d'échanges commerciaux à petite échelle, de niche, pour des marchés de niche, ça veut dire, on ne parle pas des grandes transnationales ou multinationales, etc. Parler, on va dire, de petits business entre Europe et la Russie, etc. Comment ça se passe aujourd'hui?
c'est compliqué, voilà, mais c'est possible. Aujourd'hui, moi je travaille avec des gens, j'essaie de voir aujourd'hui pour aider peut-être certaines sociétés en France à prendre certains marchés de sociétés russes, de sociétés françaises qui ont quitté la Russie. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un grand chocolatier célèbre d'une marque française qui a décidé de quitter la Russie. Bon, bah, moi j'essaie de voir aujourd'hui certains chocolatiers pour peut-être bah, les aider à intégrer le marché russe. Parce que, bah, en fait, d'un côté, bah, vous avez la nature a horreur du vide, vous en avez un qui part, bah, en fait, pourquoi pas bah, à ce moment-là positionner des petits acteurs plutôt locaux et ça profitera davantage à la population française que, encore une fois, à des dirigeants qui sont mêlés à la politique, etc. Donc, c'est possible, voilà, c'est compliqué. Il faut trouver des corridors spéciaux pour faire les imports, etc. Ça se travaille, il faut bien anticiper en amont, mais c'est possible. Voilà, il faut bien surveiller, pas tomber sur des sanctions, etc. Parfois peut-être utiliser des structures dans des pays tiers, etc. pour pouvoir faire des imports, pour éviter des choses. Voilà, mais c'est possible. Après, en local, développer quelque chose, il y a plein d'activités possibles en Russie. Si vous avez des connaissances au niveau industriel, si vous avez des connaissances sur l'import, si vous êtes spécialisé tout ce qui est logistique, import, etc., mais vous avez un grand avenir en Russie, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de travail dedans. Si vous souhaitez développer une activité en Russie, aujourd'hui, il y a plein de possibilités, que ce soit industriel, technologique, etc. Il y a beaucoup besoin et les rémunérations sont très intéressantes. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais avec un salaire moyen en Russie, on vit mieux en Russie qu'avec un salaire moyen en France. C'est pas pareil. Voilà, vous avez un salaire moyen en France, votre niveau de vie sera voire moyen négatif. Vous avez un salaire moyen en Russie, vous avez par exemple, vous avez un salaire moyen à Moscou. Moi, j'ai vécu avec ce type de salaire, on vit mieux. On vit mieux en Russie, on peut se permettre plus de choses qu'avec un salaire moyen en France. Voilà, donc ça c'est aussi un biais qu'il faut connaître, il faut s'y intéresser et c'est pour ça, moi j'invite n'importe qui à venir en Russie pour profiter de ce pays, pour découvrir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et il y a même sur certains secteurs, il n'y a pas besoin particulièrement de connaître le russe pour pouvoir apporter de la connaissance et trouver un travail intéressant. Documentaire dans l'Oural sibérien. Oui, j'aimerais bien, mais ça coûte cher. Voilà. Moi, j'essaye aujourd'hui de faire des vidéos qui me coûtent pas non plus un bras parce que voilà, financièrement, ben, c'est pas le top. Hein, j'ai toujours pas d'activité. Enfin, j'ai mon activité en indépendant, j'essaie de me développer dessus, mais c'est pas ça qui me permet de vivre suffisamment. Donc je voyage par ma belle famille, par d'autres. Donc c'est un peu compliqué, mais je compte chaque année d'aller plus loin dans la Russie. Donc là, cette année, on va essayer d'aller. Je vais faire quelques petites surprises, quelques petits trucs un petit peu à part, mais j'oublie pas. J'oublie pas le documentaire dans l'Oural sibérien. Je vais essayer de le faire. J'essaierai de voir peut-être même d'autres trucs assez inédits. Quand penses-tu revenir définitivement en Russie? Eh bien, je l'avais déjà un petit peu évoqué dans d'autres questions. Revenir définitivement en Russie, moi, j'ai toujours l'impression d'être en Russie parce que j'ai la chance d'avoir une compagne formidable qui est russe. Et pour moi, je suis toujours connecté. J'ai ma belle famille qui est là-bas. J'ai plein de choses qui sont là-bas. Et en fait, aujourd'hui, bah, je me lance plus dans une démarche. Là, je vais retourner en Russie demain, je pars en Russie. Donc, quand je posterai la vidéo, je serai déjà en Russie. Mais je pars demain en Russie. Et là, je vais... mais définitivement, pour moi, voilà, c'est pas forcément 12 mois de l'année. J'aime beaucoup l'Arménie, j'aimerais bien aller à Minsk en Biélorussie. Tous ces endroits m'intéressent beaucoup. C'est pas des endroits que je souhaite diffuser sur ma chaîne parce que j'ai pas envie de faire une chaîne qui parle de tout et de rien. Et ça va aussi dépendre du succès de cette chaîne. Ça va aussi dépendre du fait si j'arrive à avoir plus de visibilité, eh bien, je pourrais passer plus de temps dans ce pays. Donc voilà, eh bien, c'était tout pour les questions. Il y en avait pas mal. J'ai vu que certains on va dire, ont posé des questions sur la partie commentaires, d'autres qui ont posé des questions sur d'autres vidéos, etc.
Donc je suis arrivé un petit peu à tout regrouper. Voilà, s'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas à l'avenir. Alors je ne sais pas quand sera la prochaine FAQ. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y a chaque palier de 1000, etc. Qui est une FAQ à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et moi, je suis très très content voilà, de voir que ce format vous plaît. Je vais essayer de le faire évoluer, de pouvoir vous présenter, voilà, de faire un peu le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Et puis, si je peux, ben, toutes les semaines, voilà. Mais en général, voilà, ça sera toutes les 2 semaines pour vous présenter ben, de nouvelles choses sur la Russie. Et puis, puis c'est tout. Voilà, donc demain, moi je pars. J'ai mon avion à 16h30. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des suggestions, eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour le soutien que vous me faites, tous ces likes, toutes ces vues, que vous faites tous ces commentaires. Tous les commentaires que vous écrivez, je les lis tous. Je réponds à tous les commentaires. Et donc pour ça, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup et merci du fond du cœur de me soutenir. Et je suis très content de pouvoir en fait continuer cette 2e saison et de vous proposer encore des choses assez incroyables sur ce pays. Et puis la chose la plus importante à retenir, c'est pas la peine d'écouter ce qui se dit sur un pays, d'écouter ce qu'on entend sur des grands médias, etc. Le plus intéressant, c'est de s'intéresser profondément à ce pays, de voir avec des personnes qui y vivent et de comprendre en fait que on est tous des humains, mais on a tous nos particularités et la Russie ne fait pas exception. Donc voilà, même si un jour quelqu'un doit vous dire des choses négatives sur ce pays, retenez une chose, c'est que bien, en fait, tant qu'une personne n'y a jamais vécu, n'est pas allée sur place, eh bien, c'est assez difficile de se forger une opinion. Donc intéressez-vous à ce pays, continuez à me suivre sur cette chaîne, faites-moi des suggestions, si vous avez des questions, si vous voulez des choses, écrivez-moi, je vous répondrai, je vous donnerai des liens, je vous donnerai des astuces. Intéressez-vous, venez, voyagez, profitez, mangez, faites des sorties, rencontrez des Russes, sympathisez, construisez des relations, des familles, faites ce que vous voulez, mais rapprochez-vous de ce pays si ça vous intéresse et vous verrez en fait que c'est la meilleure chose à faire si on veut vraiment bien connaître ce pays, et vous allez découvrir vraiment quelque chose de complètement différent et vraiment super positif. Et après, je pense que vous comprendrez en fait pourquoi j'ai fait cette chaîne, vous comprendrez pourquoi j'en parle. Je sais que bon nombre d'entre vous, j'ai vu plusieurs fois des commentaires de personnes qui sont âgées, qui sont à la retraite, d'autres qui sont invalides, qui disent « Ah, j'aurais tant aimé aller en Russie ». Il n'y a pas de justification à ne pas aller dans ce pays. Je fais ces vidéos car je sais que certains, pour des raisons financières, d'autres pour des raisons linguistiques, d'autres pour des raisons assez diverses, ne peuvent pas y aller. Moi, je vous distille un petit bout de Russie toutes les 15 jours, voilà, pour vous donner ça. Mais mon plus grand souhait, c'est que vous alliez dans ce pays, venir découvrir. Je vous donne ça pour vous faire un petit peu comme un petit amuse-bouche, mais si vous souhaitez vraiment découvrir ce pays, le mieux, c'est de venir. Voilà. En attendant, comme je sais que c'est compliqué, eh bien, je vous fais des petites vidéos, j'essaye de vous apprendre des choses pour que, pour votre prochain voyage, quand vous allez vouloir découvrir ce pays, eh bien, vous sachiez exactement aux endroits où il faut aller, exactement ce que vous voulez voir. Et puis, j'espère qu'on sera une communauté peut-être plus importante pour que je puisse vous rencontrer à Moscou, qu'on puisse organiser des choses ensemble, qu'on puisse partager un bon moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun entre le peuple français, les Russes. On a beaucoup de racines communes. Il faut savoir qu'à une époque, toutes les grandes dynasties russes parlaient français. Il y a beaucoup de choses qui sont très appréciées. Les Russes aiment beaucoup la France, aiment beaucoup notre culture. C'est des gens qui sont vraiment très ouverts et très, très positifs envers la France. Et c'est pour ça que je trouve assez détestable la situation qui est actuelle. Et ça, si on ne peut pas le résoudre nous au niveau politique, eh bien qu'on essaie de le résoudre entre nous, à faire découvrir ce pays d'une meilleure façon. Et voilà, pour ça que je vais toujours continuer et j'arrêterai jamais
de faire des vidéos, même si un jour ça devrait être bloqué sur YouTube ou quoi que ce soit, eh bien je ferai mon maximum pour que ça soit sur d'autres plateformes. Mais mon but, c'est que vous découvrez ce pays et que vous l'appréciez autant que je l'apprécie. Et j'espère que parmi vous, eh bien certains, ça fasse une petite révélation et qu'ils se disent « Ah ben, pourquoi pas commencer une nouvelle vie en Russie ?» Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Moi, il faut que j'y aille. Mes valises m'attendent et je dois aller en Russie. Allez, à bientôt. Ciao!